Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien. Les leaders du monde entier se retrouvent à Glasgow pour discuter de l'avenir climatique du monde. Et dans cette émission, nous allons avoir Monsieur Tossim Panou-Panou, qui est le négociateur de la RDC au COP26. Monsieur Tossim Panou-Panou, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'accepter de répondre à notre invitation aujourd'hui pour parler de ce grand rendez-vous mondial qui est le COP26. Mais avant d'en arriver là, vous êtes celui qu'on appelle négociateur africain en matière de climat. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi votre rôle en tant que négociateur africain? Alors, c'est une convention multilatérale sous l'égide des Nations Unies. Il y a 197 États parties et chaque pays a un négociateur principal. Moi, je suis le négociateur principal de la RDC. Et il se fait que il y a quelques années, j'ai été élu président des négociateurs africains. Parce que dans cette négociation, les pays s'engagent à travers différentes coalitions. Il y a par exemple l'Union européenne qui représente une coalition de pays, les 54 pays africains qui représentent une coalition des pays, il y a les 46 pays les moins avancés, il y a également d'autres coalitions et donc moi j'ai eu à présider aux destinées du groupe africain de 2010 à 2011. Et en ce moment, je suis président de l'un des deux organes permanents de la Convention climat, qui est l'organe subsidiaire du Conseil scientifique et technologique. C'est un organe auquel on confie la conduite de certaines thématiques spécifiques. Et cet organe est ensuite responsabilité de venir rendre compte à la conférence des parties. Donc voilà, donc à Glasgow ici à la COP 26, je préside donc ce groupe de travail là qui a sous son égide la finalisation de deux mesures d'application de l'accord de Paris qui sont l'article 6 sur les nouveaux marchés du carbone ainsi que le cadre de transparence renforcé donc dans le cadre de l'accord de Paris. COP26, pourquoi c'est si important cette année-ci pour l'Afrique? Simplement parce que l'Afrique n'a pas beaucoup contribué à ce problème du changement climatique. L'Afrique représente environ 4% des émissions globales de gaz à effet de serre. Pourtant, l'Afrique est extrêmement vulnérable face aux effets néfastes du changement climatique. Donc l'Afrique se doit d'aller dans ce forum pour essayer de présenter ses revendications, pour essayer d'argumenter sa position, et essayer d'obtenir les moyens pour avoir une juste compensation par rapport à ce qu'elle subit et par rapport aux solutions qu'elle apporte sans pour autant en recevoir une juste contribution. Et donc, par exemple, nous savons que les forêts du bassin du Congo, qui représentent aujourd'hui le premier poumon de la planète, puisque ces forêts-là jouent un rôle de séquestration plus important que les forêts amazoniennes, et ben, ces forêts ne reçoivent pas une juste compensation pour le travail qui est fait en termes de séquestration des gaz à effet de serre et rejet de l'oxygène. Et donc, le groupe africain va à cette négociation pour dire nous sommes victimes face à un changement climatique que nous n'avons pas créé et nous voulons avoir des moyens pour pouvoir faire face aux effets néfastes de ce changement climatique. Alors l'Afrique ne va pas non plus dans une posture de victime. Hein. L'Afrique dit c'est un phénomène qui nous affecte nous tous. Nous, pays africains, déjà avec nos propres deniers, nous initions plusieurs actions. Il est important que la communauté internationale puisse prendre le relais pour nous aider à faire encore plus. Dans tous ces discours de changement climatique, on a l'impression que, je parle du point de vue d'un Africain, nous, c'est pas nous qui polluons la planète. Nous, on est là et on subit ce que vous faites. Maintenant, vous devez nous payer. Pourquoi devrions-ils payer à l'Afrique? Bon, disons, on va pas non plus aller dans une posture triste. Hein. Cette convention, en fait, la convention climat,
la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est l'accord mère sur lequel repose la gouvernance internationale sur le climat. Et cet accord, en fait, demande à chaque pays qui y souscrit, chaque pays qui signe et ratifie, demande à chaque pays de lutter pour contre une concentration dangereuse de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, quelque part, tous, nous devons faire un effort. Maintenant, le protocole de Kyoto, le premier accord fils de cet accord, établissait des objectifs chiffrés de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour les pays développés. Parce qu'on estime que c'est eux qui ont une responsabilité historique par rapport au fait qu'ils ont commencé à émettre des gaz à effet de serre au milieu du 19e siècle, lorsqu'ils s'industrialisent. Donc ce problème du climat est véritablement causé majoritairement par les pays industrialisés. Il y a eu ensuite, compte tenu de l'évolution des États, de l'état de développement de certains pays qui sont devenus émergents, il y a eu cet accord de Paris qui, lui, maintenant, demande que tous nous fassions des efforts, mais selon ce que nous avons déterminé nous-mêmes. Et donc, c'est comme ça que lorsque le président Trump avait quitté l'accord de Paris en disant qu'il ne voulait pas qu'on impose, la gouvernance internationale, climat impose quelque chose à son pays, c'était une posture qui était un peu fausse, parce que les États-Unis eux-mêmes ont souscrit un objectif sous l'accord de Paris, ainsi que la RDC, ainsi que d'autres pays. Et donc aujourd'hui, dans cet effort collectif que nous devons faire, les pays en développement comme la RDC disent, il y a une part que je peux faire seul, mais il y a une part que je conditionne au soutien international. Et c'est une posture qui est tout à fait légitime, parce que, vous savez, les pays développés se sont enrichis pendant 1 siècle et demi, 2 siècles, et ce faisant, ont pris la majeure partie de l'espace atmosphérique. Et aujourd'hui, le budget carbone qui nous reste, on demande de pouvoir se le partager de manière équitable, alors que certains sont riches et d'autres sont pauvres. Donc c'est un peu cette discussion-là qui aujourd'hui sort en fait un peu de la sphère purement environnementale, puisqu'il s'agit également en toile de fond de compétition économique entre les États, lutte d'influence géopolitique, ainsi que d'autres enjeux majeurs. Et c'est vrai que cette négociation, quelquefois, on n'arrive plus vraiment à mettre le curseur sur est-ce que c'est environnemental, est-ce que c'est climatique, est-ce que c'est économique, est-ce que c'est politique. C'est une négociation complexe sous l'égide des Nations Unies, et il faut y aller bien préparé, avec des objectifs qui sont bien définis, et ensuite essayer de défendre ses intérêts. Donc la question du climat est vraiment une question qui est transversale, qui va au-delà de la simple question environnementale qui, elle, on a l'impression, est cantonnée à un seul secteur, tandis que la question du climat, elle, est véritablement transversale. On parle également de ce budget de 100 milliards de dollars que les pays riches devaient mettre à disposition des pays africains pour justement lutter contre ce changement climatique, mais on n'y est toujours pas arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc effectivement, la COP 15 de Copenhague en 2009, deux décisions importantes avaient été prises sur les financements. Il y avait l'établissement de ce qu'on appelait le Fast Start, c'est-à-dire c'était un financement de 10 milliards de dollars sur 2010 et 2012, et cette mobilisation de 10 milliards de dollars pour chacune des années devait un tout petit peu paver le chemin vers une montée en puissance pour atteindre 100 milliards de dollars par an en 2020. Malheureusement, il y a eu la pandémie. Malheureusement, il y a eu peut-être un manque de volonté politique de la part des pays développés. En tout cas, un rapport de l'OCDE a été publié au mois de septembre, et il est établi qu'en 2020, seuls 79 milliards de dollars ont été mobilisés. Et je pense que c'est un signal assez négatif qui a été envoyé à la communauté internationale, parce que cela veut dire que les pays en développement qui prenaient leur maigre denier pour investir dans l'action climatique, en sachant que ensuite la communauté internationale allait prendre le relais, ces pays-là se rendent compte que au rendez-vous, les pays développés ne sont pas là.
Et donc, cela va pousser beaucoup de pays en développement à faire montre de moins d'ambition dans leur action climatique. Parce que les pays en développement n'ont pas beaucoup de moyens. Et il faut chaque fois faire des arbitrages entre des dépenses sociales dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, des infrastructures, investir dans l'agriculture, investir dans la sécurité et investir dans l'action climatique. Et les pays en développement, lorsqu'ils investissent dans l'action climatique, ils se disent, j'investis dans tel projet en sachant que les financements internationaux ensuite viendront suppléer mes investissements au niveau national. Et lorsqu'ils voient que les 100 milliards de dollars qui devaient être mobilisés en 2020, ainsi qu'en 2021, en 2022, en 2023, que ces 100 milliards de dollars ne sont pas mobilisés, cela malheureusement fait déchanter plusieurs pays en développement qui se disent, bon, à quoi bon? Si moi, je dois jouer ma partition que les pays développés ne le font pas, à ce moment-là, ça devient un jeu de dupes. Et donc, il est important que les pays développés puissent véritablement remplir leurs engagements, ce qui va susciter un dépassement, un saut qualitatif de la part de beaucoup de pays en développement. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces milliards que les pays développés mettent pour les pays africains ou pour les pays pauvres? Alors, en termes d'action climatique, il y a deux choses que l'on fait. On peut faire l'atténuation, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais comment les réduire? Parce qu'en Afrique, déjà, on le fait pas. On peut faire de l'adaptation, s'adapter aux effets néfastes du changement climatique. Effectivement, les pays africains disent on est faiblement industrialisé, on pollue peu, or, nous sommes appelés à avoir une croissance économique positive et nous avons un fort taux de démographie. Donc nos émissions sont en fait condamnées à aller vers le haut. Et comment est-ce qu'on peut nous pousser à les réduire? Alors, c'est pour ça que beaucoup de pays africains ont décidé que leurs émissions de gaz à effet de serre n'allaient plafonner pour être réduites. Ils vont laisser la trajectoire de leur émission aller vers le haut, mais mettre en place des actions, des activités, des politiques, des programmes pour réduire cette intensité. C'est-à-dire que leurs émissions vont continuer à aller vers le haut, mais avec une plus faible intensité. Et pour cela, il faut investir dans les différents secteurs qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. Et l'un des plus grands secteurs émetteurs en Afrique de gaz à effet de serre, c'est le secteur de l'énergie. Parce que beaucoup de gens n'ont pas accès à des énergies renouvelables, ils ont accès à des énergies d'origine fossile, et ces énergies-là sont polluantes. Si on passe d'une source d'énergie fossile à une source d'énergie renouvelable, les émanations de gaz à effet de serre liées à l'énergie fossile vont baisser. Et à ce moment-là, vous faites de l'atténuation. Maintenant, faire cette transition-là coûte de l'argent. Parce qu'il faut installer des panneaux solaires, des batteries, il faut installer des éoliennes, peut-être faire un barrage hydroélectrique. Tout ça coûte de l'argent. Et donc la discussion aujourd'hui, c'est comment couvrir ce coût. Si un pays doit changer son profil d'émission, c'est bien pour la planète, mais qui assume le coût? Et donc c'est cela la discussion des 100 milliards. Si mon agriculture est une agriculture qui n'est pas efficace, parce que c'est une agriculture sur brûlis, où les paysans brûlent la terre pour créer un flash de productivité à court terme. Ensuite, la terre est dégradée, ils vont plus loin. Donc, il faut encadrer ces paysans-là. Il faut leur apprendre de nouvelles techniques. Il faut leur apprendre à utiliser, par exemple, des engrais. Et tout ça a un coût. Donc, qui va porter ce coût? Qui va mettre la main à la poche pour payer la facture? Et moi, je pense que aujourd'hui, nous savons en fait quelles sont les solutions à mettre en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, la discussion, c'est qui est désireux de mettre la main à la poche et payer la facture. Il y a également l'autre action qui est l'adaptation. C'est comment les pays peuvent s'adapter face aux effets néfastes du changement climatique. Et l'illustration la plus facile souvent qu'on utilise, c'est comment est-ce que le niveau de la mer augmente avec la fonte de la calotte glaciaire et il y a des érosions. Des gens qui avaient leur maison, les maisons sont détruites.
Il y a également, à cause des effets néfastes du changement climatique, il y a une sécheresse, il y a un stress hydrique. Les gens ont moins accès à l'eau. Il devient difficile pour eux de pratiquer l'agriculture. Comment est-ce qu'on met en place des programmes qui peuvent aider à rendre cette agriculture plus résiliente? Il y a un coût à payer. Et donc, je pense que cette négociation dans laquelle nous sommes, c'est véritablement pour que les pays puissent prendre des engagements par rapport aux actions qu'ils peuvent mener et essayer de voir comment ces engagements pris vont être couverts totalement ou partiellement par la collaboration avec des États qui sont plus développés et plus riches. Alors moi, la grande question que je me pose, vous êtes originaire de la République démocratique du Congo. Dans le pays comme le vôtre, les gens, beaucoup de gens voient cette histoire, cette affaire de changement climatique comme une affaire des autres. Comment arriver à expliquer à un Congolais lambda, par exemple, que ce qui arrive aujourd'hui nous concerne tous et voici ce que nous devons faire pour changer cela? Oui, et je comprends tout à fait. C'est vrai, les gens, lorsqu'on parle de changement climatique, ils- pour eux, c'est une conception un peu abstraite. Et je pense que d'ailleurs, la priorité des priorités du gouvernement congolais n'est pas de sauver la planète, c'est de réduire la pauvreté et créer les conditions pour susciter une croissance socio-économique c'est véritablement ça, la priorité du gouvernement. Maintenant, si le gouvernement peut identifier certains programmes et certaines actions qui peuvent à la fois aider à réduire la pauvreté, ainsi qu'à gérer le problème du climat, ce genre de projet, ce genre de programme parlerait au gouvernement et le gouvernement pourra faire une grande sensibilisation. Et donc aujourd'hui, il faut expliquer, par exemple, euh, à quelqu'un qui habite dans une zone reculée et qui doit utiliser un groupe électrogène et qui doit chaque fois sortir de l'argent pour acheter du carburant, on peut lui expliquer que voilà quel est le budget que tu dépenses en termes de dépenses pour le carburant. Voilà ce que ça coûte d'installer des panneaux solaires, des batteries. Et même si ça semble être coûteux comme dépense, comme un investissement à court terme, mais sur le moyen et le long terme, on gagne. Et donc je pense que si on va dans cette démarche-là qui est à la fois chiffrée, à la fois pédagogique, je pense que nous pourrons rallier un plus grand nombre à cette démarche qui vise à aller vers un développement qui soit moins carboné. Alors, Madame F. Bazaïba, qui est ministre, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, parlait du Congo comme un pays solution au changement climatique. Vous y croyez? Comment est-ce possible? C'est possible simplement parce que la RDC a beaucoup d'atouts qui peuvent l'aider effectivement s'ils sont concrétisés à devenir un pays solution. La RDC, par exemple, aujourd'hui, représente 60% des forêts du bassin du Congo. Aujourd'hui, on estime que les forêts du bassin du Congo sont le premier poumon de la planète. L'Amazonie a une superficie plus grande, mais les forêts du bassin du Congo sont à une altitude plus élevée et sont moins sujettes à un phénomène de vieillissement qui affecte les forêts amazoniennes, qui font que ces forêts dépérissent et deviennent quelquefois des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc aujourd'hui, 60% de cette forêt du bassin du Congo est en RDC. Cette forêt, à travers la photosynthèse, séquestre des gaz à effet de serre et rejette de l'oxygène. Rend ce service environnemental, ce service écosystémique pour toute la planète. Mais la RDC ne reçoit pas de compensation adéquate. La RDC, à travers son potentiel en énergie renouvelable, peut également aider à décarboner une grosse partie du mix énergétique africain qui dépend des carburants fossiles. Vous savez, l'Afrique du Sud dépend essentiellement du charbon. D'autres pays comme le Nigeria, il y a beaucoup d'utilisation de pétrole. Et donc, la RDC, si elle développe son potentiel de 100 000 mégawatts d'énergie hydroélectrique, de 90 000 mégawatts
liées à d'autres énergies renouvelables telles que l'éolien, telles que le solaire, telles que la géothermie, la RDC pourrait véritablement représenter une solution pour les pays africains. On dit d'ailleurs que si le grand Inga est réalisé, ce seront donc 40 mégawatts qui seront générés sur le seul site de Inga. Cette électricité pourrait être vendue jusqu'au Moyen-Orient et jusqu'en Europe et aider ces différents mix qui dépendent de carburants fossiles de pouvoir se verdir. La RDC, enfin, comme troisième atout, a des minerais stratégiques. Il y a du cobalt, du lithium, du germanium, du coltan. Tous ces nouveaux minerais, ces minerais stratégiques qui sont utilisés dans le cadre de nouvelles technologies, notamment des technologies des voitures électriques, des technologies comme les batteries qui emmagasinent les énergies renouvelables. Et donc la RDC fait partie de la solution. Si jamais aujourd'hui une entreprise comme Tesla a une capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars et que son patron devienne l'homme le plus riche de la planète avec près de 300 milliards de dollars, dans ces véhicules-là, Tesla, il y a des batteries qui contiennent du cobalt qui viennent de la RDC. Et donc, la RDC fait partie de la solution. Il est maintenant important que la RDC, dans la création de chaînes de valeur, puisse quote-part plus importante que simplement exporter des minerais qui ne sont pas transformés localement et qui créent de la valeur ailleurs en laissant malheureusement les populations de la RDC dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Ce sera peut-être l'avant-dernière question. Je sais qu'il s'agit de plusieurs pays africains qui sont représentés au COP26. Est-ce que cette fois-ci, l'Afrique parle-t-elle le même langage? L'Afrique, en tout cas, s'est toujours évertuée à s'engager dans cette négociation à travers des positions communes africaines. Donc, les pays africains 54 estiment qu'il ne serait pas judicieux d'aller en ordre dispersé, mais qu'il faut véritablement, en amont, créer la convergence par rapport à leurs intérêts qui sont divers, qui sont spécifiques, arriver à une position commune africaine qui tienne compte de la manière la plus inclusive des intérêts des uns et des autres, et ensuite aller défendre cette position commune. Donc c'est un peu la démarche dans laquelle l'Afrique s'est toujours inscrite. En tout cas, depuis que moi j'étais déjà président du groupe africain il y a plus de 10 ans, c'était le motif, et l'Afrique continue en tout cas à s'engager de cette manière-là dans cette négociation. Donc la COP est importante parce que s'il n'y avait pas ce cadre multilatéral, nous irions dans une négociation bilatérale où beaucoup de pays africains n'auraient pas suffisamment de levier pour pouvoir influencer la position des pays développés. Donc ce cadre multilatéral sous l'égide des Nations Unies est un cadre qui, pour moi, est approprié pour essayer de régler ce problème de gouvernance internationale sur le climat. Monsieur Tossi Mpanou, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes négociateur congolais à la COP26. Vous intervenez donc en direct de Glasgow. Merci énormément et bonne soirée. Merci Marius, c'était un plaisir de participer à cette émission. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.